Madame Kouchenir, bonjour. Bonjour. Vous êtes née en France, du côté de Belfort, donc dans l'est de la France. Exactement. En 1930. Oui. Donc, vous avez 87 ans aujourd'hui. Et non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui seulement? Non, 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 non. Cette année. Vous décidez d'immigrer en 1957 avec votre mari et avec votre fils. Qu'est-ce qui fait que vous voulez quitter la France à ce moment-là? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en France, la vie n'était pas très facile parce qu'il y avait une crise de logement après la guerre. Ça a duré longtemps, longtemps. Et là, nous étions à Paris et malheureusement, on ne trouvait pas de logement. Tout ce que nous avions, c'était une petite chambre de bonne. Et notre fils, on ne pouvait pas le garder parce que c'était trop petit. C'était donc mes beaux-parents qui gardaient l'enfant. Alors ça ne nous plaisait pas tellement. Il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Donc on a songé à partir de la France à ce moment-là. Vous allez choisir le Québec, le Canada. À Oui. l'époque, on disait plus le Canada, Oui, dans les années 50. Exactement. Pourquoi? Pourquoi ce pays-là? Pourquoi ce pays-là? D'abord parce qu'on y parlait français. Ça, c'était le premier critère. Et qu'on avait fait de la lecture, on avait fait des recherches, nous avions été au consulat pour chercher de la documentation, nous faire expliquer. Et finalement, ça a été ce choix-là. C'était le Canada plus que le Congo belge à ce moment-là. Nous avions pensé aux deux pays. Vous arrivez ici donc en 57. Comment ça se fait l'intégration? Est-ce que c'est difficile au début? Oui, c'est très difficile parce que l'expatriation, on peut dire ça, c'est un saut dans l'inconnu, vraiment. Alors on arrive là avec nos bagages, c'est le cas de le dire. Il faut s'installer, il faut trouver du travail, Enfin, c'est pas une chose facile, pas du tout, du tout, du tout. À ce moment-là, les gens de l'époque, en 1957, étaient quand même assez fermés et on peut dire qu'ils n'aimaient pas tellement les Français. On n'était pas tellement les bienvenus à cette époque-là. Vous faisiez traiter de maudits Français? Oui, ça c'était courant. Personnellement, je n'ai jamais eu cette insulte-là, mais pour beaucoup de personnes, oui. Alors, ça refroidit pas mal, donc on cherche quelque chose qu'on a perdu, qui est notre identité, mais on ne la retrouve pas parce qu'on sera toujours des étrangers. On sera toujours des étrangers, peu importe le temps que l'on reste, absolument. Parce que c'est une identité propre, c'est l'ADN qui est inscrit dans une mémoire. Et ça, on ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier un pays. C'est pas vrai. Peu importe la langue, même si on partage la même langue, les Français et les Québécois. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors donc, mais une fois l'intégration faite, ça prend quand même quelques temps. Là, oui, on est content d'adopter le Québec comme pays d'accueil et là où on va faire notre vie. On chérit toujours la France parce que c'est notre pays natal, mais par contre, aujourd'hui, mon cœur, en tout cas, est à Montréal, beaucoup plus qu'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire au début quand vous arrivez avec votre mari? Vous savez, on fait de tout, hein. C'est 1000 métiers, 1000 misères, comme on dit. Et à cette époque-là, on nous avait proposé, étant donné qu'on avait ce jeune enfant qu'on ne voulait pas laisser ni faire garder, donc on nous avait proposé peut-être de s'installer dans une famille, des gens avec beaucoup d'argent. Mon mari savait très bien conduire la voiture, il était très bricoleur dans beaucoup de choses. Donc on nous a offert de déménager de Montréal et de partir chez ces gens-là qui avaient une petite maison à côté. On pense faire ça au début, on met des sous de côté, et puis là on dit bon, il faudrait faire autre chose. Vous allez vous lancer dans le domaine médical? Oui, oui, oui. Donc à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, hein, vous allez travailler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Oui. à une époque où encore ce sont les religieuses, les congrégations religieuses qui sont là. Sont les religieuses. Parlez-moi un petit peu de l'ambiance à ce moment-là. Ah ben c'était quand même une ambiance très spéciale parce que le matin, lorsqu'on arrivait à travailler, on se mettait à genoux devant nos bureaux pour réciter la prière avant de commencer. Alors ça, c'était quelque chose quand même. Vous poinçonniez pas, vous? Ah oui, vous faisiez la prière aussi? Oui. On poinçonnait avant, on faisait la prière après. OK. Oui. Alors là, je suis restée quelque temps
Et puis, j'ai aussi travaillé à l'hôpital Santa Cabrini. Et là, c'était seulement les fins de semaine. Donc, j'étais en charge de l'admission et des urgences. Et justement, l'admission, parlons-en, parce que là, on est à la fin des années 60. Ouais. On n'a pas encore le régime d'assurance maladie comme on connaît, qui Non. va être en vigueur à partir Ah de oui, 1970. Ah oui? Vous faites quoi à l'admission? Vous les faites payer, les gens? Vous dites, oui, oui, vous oui, êtes malade, montrez-moi votre compte de banque. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que là, les religieuses insistaient, il fallait absolument que les gens payent. Tout à fait. Comment ils payaient? Et s'ils ne pouvaient pas, s'ils n'avaient pas l'argent nécessaire sur eux, il y a quelqu'un qui les accompagnait chez eux pour avoir l'argent. Ah oui. Ah oui, 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 tout à fait. Alors, bien souvent, en fait, l'hôpital Santa Cabrini, à cette époque-là, c'était des religieuses qui étaient des semi-cloîtrées. Donc, elles étaient souvent en prière. Et de ce côté-là, les médecins s'arrachaient les cheveux parce que quand il y avait une urgence, qu'il fallait du sang, tout était fermé. C'était seulement les religieuses qui ouvraient le laboratoire, qui ouvraient la salle des rayons X, ainsi de suite. Alors, c'était une ambiance très, très particulière. Vous allez aussi travailler de très nombreuses années au Collège des médecins. Oui. Parlez-moi de cette époque-là parce que vous arrivez à une époque charnière du Collège des médecins. Oui. Il y a de l'action là-bas à ce moment-là. Ah oui, 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 j'ai travaillé pendant 27 ans au Collège des médecins. Ça a été une très belle époque pour moi, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, le collège poursuivait les charlatans qui prescrivaient n'importe quoi, n'importe quelle pilule. Pouvaient vous vendre des fioles, puis c'était de l'eau dedans, mais ça coûtait une fortune. Et puis ça, ces gens-là étaient poursuivis. Donc oui, ça a été longtemps ça, l'acharnement. Un peu vers l'acharnement. Un petit peu. Vous êtes arrivé donc en 57, vous avez vu le Québec évoluer, mais d'une différente façon, parce que c'est un regard qui est extérieur, Montréal évoluer. Oui. Comment est-ce que vous trouvez que Montréal a beaucoup changé depuis les années 50, à travers les décennies? Tout à fait. Mais moi, je dirais que ça a changé à partir de l'Expo 67. Ça a été quelque chose de fantastique, cette expo, parce que premièrement, ça a attiré plus de 50 millions de visiteurs de tous les pays, de tous les horizons. Ça a été des festivités, ça a commencé au mois d'avril et ça se terminait au mois d'octobre. Vous étiez là tout le temps, vous? Ah oui, j'ai été souvent, parce que j'adorais ça. Ça a ouvert les portes sur Montréal. Il y a eu un élan qui s'est fait, il y a eu un réveil, il y a eu une mémoire collective. Les gens ont changé beaucoup à partir de ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des modèles? Vous aviez des modèles, des gens que vous appréciez, par exemple, dans le mouvement des femmes? Oui, dans le mouvement des femmes, bien sûr. J'apprécie beaucoup Gabrielle Roy, même si elle n'est pas québécoise, manitobaine. Oui, elle a quand même écrit dans Bonheur d'occasion quelque chose de formidable. C'était quand même sur les habitants de Saint-Henri. Il y a Madeleine Parent, que j'aime beaucoup aussi. Il y a quantité de femmes qui ont marqué le Québec, qui se sont battues pour les femmes. Madame Casgrain, que j'aime beaucoup. Quantité d'autres. Madame Payette, je ne l'aimais peut-être pas toujours pour sa politique interne, mais je l'aimais beaucoup parce que je trouvais que c'était une personne intelligente. Vous avez parlé de l'importance des racines, à quel point ça faisait partie presque de son sang. Mais oui, ça fait partie de notre sang. Je pense que, vous savez, les racines d'une nation, d'un pays, je pense que c'est aussi fort que les racines du sang, que les liens du sang. C'est aussi fort que ça. C'est pour ça qu'on ne peut jamais oublier notre pays. Êtes-vous devenue québécoise ou canadienne? Oui. Vous êtes restée française? Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, voyez-vous, je vois ça, le regard que je porte sur le passé, c'est bien différent. Aujourd'hui, je ne voudrais plus vivre en France. À un moment donné, on chevauche sur deux cultures, mais à un moment donné, quand on choisit vraiment de rester, comme c'est mon cas, de rester au Québec, bien là, vous vous donnez totalement à cet endroit-là. C'est là que vous vivez, c'est là que vous tissez des liens. Vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre fils.
Oui. d'une crise cardiaque et comble de malheur aussi, vous avez aussi perdu votre petit-fils Oui. très, très jeune, dans la vingtaine, d'une crise 27 ans. cardiaque, 27 ans. Oui. Qu'est-ce que tous ces malheurs-là, qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur la vie? Ben, c'est-à-dire que, vous savez, on dit souvent que pour grandir, il faut souffrir un peu. Et je pense que oui, en réalité, les malheurs nous font grandir en quelque sorte, nous font voir, on a moins de jugement, on est plus ouvert aux autres, on comprend les autres, on a plus de compassion. Oui, ça change une personne définitivement, définitivement. Oui. Auriez-vous un message pour les jeunes qui vous écoutent? Quelque chose que vous avez envie de leur transmettre, de leur dire? Ah, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de profiter toujours de l'instant présent, c'est qu'on n'y pense pas assez. Et je pense que le fait, simplement tous les jours ou tous les matins, de se réveiller en bonne santé, d'être en pleine forme, c'est déjà tout un cadeau de la vie, mais on ne s'en aperçoit pas. On ne s'en aperçoit pas, on pense que c'est une chose acquise, c'est normal. Mais simplement ce fait-là, ça devrait nous rendre heureux d'être en vie. Oui. Je vous le souhaite. Un très grand merci, Madame Kouchner. Merci beaucoup. Merci. Merci.